La prévention, on l'a vu ce matin, elle est partout. Elle est au cœur des équipes engagées sur le terrain, elle est dans tous les partenariats avec les collectivités territoriales, que ce soit les municipalités, les départements. Elle est également dans les milliers d'actions de terrain développées dans les entreprises, par exemple, ou bien dans les établissements. Voyons maintenant la partie politique. Le portage politique, comme l'évoquait le professeur Pelletier ce matin. Avec nous, Madame Béatrice Noëllec, vous êtes directrice des affaires institutionnelles et sociétales à la FHP, merci beaucoup d'être là. Également Cyril Isaac Sibylle, vous-même à l'Assemblée nationale, vous êtes engagé dans tout ce qui est d'ailleurs prévention. J'aimerais commencer avec vous. Prévention aujourd'hui pour l'appareil législatif, ça veut dire quoi? Bonjour à tous. Actuellement, je pense qu'on vit un moment précieux où beaucoup de forces, beaucoup de réunions, beaucoup de conférences convergent vers la prévention. Et je pense qu'on va peut-être arriver à bâtir une politique systémique de prévention de notre pays. Systémique, ça veut dire? Systémique, c'est-à-dire que c'est partout, c'est pour tous, par tous, dans toutes les politiques et dans tous les territoires. Et c'est organisé. La prévention, pour moi, puisque c'est difficile de parler de la prévention et c'est difficile de parler de ce qu'on appelle la santé publique. Alors, on connaît les trois parties de la prévention, primaire, secondaire, tertiaire. Moi, ce que j'essaye d'apporter par rapport à la prévention, c'est cette approche populationnelle. C'est de dire qu'il faut traiter. Faire de la prévention, c'est avoir une approche vis-à-vis d'une certaine population. Ça peut être les jeunes, les personnes âgées, les actifs, les femmes. On prend une population et on agit collectivement sur une population en fonction de déterminants de santé. On sait que les déterminants de santé sont très variables. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la prévention? La prévention, pourquoi? Parce que c'est la première injustice de notre pays. Entre les plus chanceux et les moins chanceux, c'est 13 années d'espérance de vie. Donc c'est la plus grande inégalité. Pour moi, c'est ça. Et puis en même temps, la deuxième chose, c'est que si on ne fait pas de la prévention, c'est notre système de soins qui va s'écrouler. Tant mieux, on vit de plus en plus vieux, il y a de plus en plus de personnes âgées. Malheureusement, il y a aussi à côté de ça une augmentation des maladies chroniques, beaucoup plus importante que le taux de la population. Et c'est ces maladies. Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez merveilleux, c'est tout ce qui est thérapie innovante. Tout ça va coûter de plus en plus cher. Et si jamais on n'arrive pas à contrôler le nombre de personnes, le nombre de maladies chroniques, eh ben le système de soins va s'écrouler. C'est pour ça que la prévention, le moment est important pour notre système de santé, pour notre système de soins et pour nos compatriotes. Ce matin, le professeur Pelletier disait ceci: il faudra être très attentif à ce qu'il appelait le dernier kilomètre social, dernier kilomètre culturel, dernier kilomètre numérique dans la prévention. Je reprends votre expression. Vous dites c'est l'affaire de tous, la prévention. Ça veut dire que si je prends une population donnée, les jeunes, c'est pas seulement l'infirmière scolaire qui fera de la prévention, c'est tout le monde. Quiconque est en contact avec cette jeunesse population ciblée doit faire la même prévention. C'est ça dans votre esprit, la systémie de la prévention? C'est d'avoir le même message et d'avoir des priorités. Dans notre pays, je ne sais pas si vous connaissez ce document, c'est un document qui est assez intéressant, c'est la stratégie nationale en santé. Dans cette stratégie, il y a 100 priorités. Lorsqu'il y a 100 priorités, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Donc, quelque part, je pense que pour faire une politique systémique, d'abord, il faut qu'il y ait un portage politique fort. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut se donner des priorités, des objectifs. Pour évaluer cette politique, il faut avoir des indicateurs. Et pour suivre ces indicateurs, on a besoin de données de santé et de croisement des données de santé, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc, c'est ça qui fait l'ensemble d'une politique de prévention. Béatrice Noëllec, alors, la FHP, dans tout cela, dans tout ce qui vient et qui doit se construire, quel serait le rôle de ces 1000 établissements que vous représentez? Alors, d'abord, quand on a été embarqué, je dirais, dans la dynamique des coalisés impulsée à l'horizon de décembre 2022 par le député Cyril Isaac Sibylle, par le sénateur Iacovelli et par le professeur Franck Chauvin, on a tout de suite, à la Fédération de l'hospitalisation privée, été très, très partant. Parce qu'en fait, il y avait vraiment une approche systémique du sujet et une approche, je dirais, par lieu de vie. Voilà, le lieu où on apprend,
c'est-à-dire l'école, le lieu où l'on travaille, et puis le lieu où l'on vit et où l'on vieillit. Et les établissements de santé sont totalement légitimes, évidemment, à se déployer sur ces enjeux. D'ailleurs, ils le font déjà. Ils le font déjà, voilà, c'est ce qu'on a vu. On l'a vu largement ce matin. Mais chacun le fait. Que ce soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Mais les établissements de santé sont plus des forteresses. Ils sont ouverts sur la cité. Et on voit qu'ils tissent des liens avec les écoles, avec les entreprises, avec le monde associatif, et que c'est tout ça, finalement, qui fait une dynamique vertueuse en faveur de la prévention. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que quand on reçoit, si je pense simplement au privé, 9 millions de patientes et de patients par an, plus leurs proches, parce qu'évidemment, on sait bien que c'est fondamental. On imagine bien les leviers incroyables en termes de messages et d'actions que les établissements de santé peuvent constituer. C'est effectivement tout à fait important. Et cette dimension-là, elle doit vraiment être quelque chose qui infuse. Alors, on a aussi un atout supplémentaire, je dirais, c'est qu'on a une combinaison proximité-crédibilité. Et pour les messages de santé publique et de prévention, monsieur le député le sait très bien, vous savez, on vit dans un pays malheureusement où la confiance n'est pas la valeur la plus communément partagée. On a vu pendant la crise Covid, dont on n'a pas forcément tiré suffisamment les enseignements, il y a beaucoup de suspicions, il y a du complotisme, etc. Les acteurs de santé, ils ont aussi une légitimité, tous les baromètres d'opinion montrent que les Françaises et les Français ont confiance en eux. Et donc, ce sont des prescripteurs, je dirais, fiables et de proximité, de messages aussi de prévention. Et tout ça, effectivement, assoit la légitimité à agir aux côtés, mais non pas, évidemment, chacun dans son couloir de nage, mais vraiment dans une dimension systémique du sujet, et c'est pour ça que, encore une fois, l'optique des coalisés réunis par la dynamique que j'évoquais tout à l'heure nous a paru extrêmement fructueuse et importante. Quelles sont les conditions de réussite ? Parce qu'ici a été évoqué, juste avant votre arrivée, au moins 3 dimensions importantes qu'il faut prendre en considération. La première, c'est le financement. Est-ce qu'on a une évaluation ? Est-ce que, voilà, financement. 2, la formation. Prévenir demande à être formé, à être attentif. Il y a eu plein de mots ont été donnés, par exemple, des signaux faibles, pouvoir être attentif à des signaux faibles chez un patient. Et puis enfin, la communication. Mais voyons tout d'abord le financement, par exemple. En France, on a tout. On a d'abord les scientifiques, on a des structures qui fonctionnent, on a l'innovation, on a des données, oui. Et l'argent, il y en a. Pour moi, le problème, c'est pas tellement un problème de financement. C'est un problème, et je le vois bien, c'est ce que vous évoquiez, c'est qu'en prévention, il y a des milliers d'initiatives. Mais chacun travaille un petit peu dans son coin. C'est exactement ça. Voilà, vous résumez la matinée. Et que ça soit au niveau institutionnel, moi je le vois bien, on est entre nous, mais même les directions des ministères ne travaillent pas forcément entre elles. Il y a celle, effectivement, de la santé, elles sont plusieurs. Il y a celle, effectivement, de la DGESCO, de l'éducation nationale, il y a le sport, il y a l'alimentation. Elles ne travaillent pas forcément ensemble. Après, il y a les différentes branches de la sécurité sociale. Il y a la branche maladie, la branche vieillesse, la branche familiale. Elles ne travaillent pas forcément ensemble. Au niveau du financement, il y a l'assurance maladie. Après, il y a les complémentaires. Les complémentaires ne travaillent pas forcément. Au niveau des systèmes hospitaliers, on le sait effectivement, il y a l'hôpital public, il y a les hôpitaux privés, les cliniques. Avec la crise, ils travaillent mieux ensemble, mais on ne peut pas dire qu'il y a une totale harmonie. C'est la même chose au niveau, vous parlez tout à l'heure effectivement du dernier kilomètre, moi j'aime bien parler aussi du premier kilomètre. C'est-à-dire, je pense que ça doit partir de là. Généralement, moi je le vois bien, moi je suis élu maintenant depuis 6 ans à l'Assemblée nationale, on prend de temps en temps des décisions au niveau du gouvernement, on vote des textes au niveau du Parlement, mais avant que ça arrive en bas, on a de la chance quand ça arrive.
Donc le principe, moi je pense que ce qu'il faut, et c'est un petit peu ce qu'on disait, effectivement, on est des coalisés, il y a plus de 300 coalisés de structures, institutions financières, associatives, professionnels de santé, non professionnels de santé, qui sont réunis dans cette démarche. Et je pense que ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est à se coordonner, à coordonner les actions, mais pour ça, et je le répète, faut-il encore qu'il y ait un portage politique, faut-il encore qu'il y ait une priorité, faut-il qu'il y ait des indicateurs, qu'on soit tous avec le même message, avec la même mission, et qui permettra d'évaluer ce qui est fait au niveau de la prévention, parce que en même temps, souvent on me dit, la prévention c'est difficile d'un point de vue de temporalité. Lorsqu'on en fait, on va avoir des résultats d'ici 10, 20, 30 ans, mais c'est pas vrai. On peut avoir des résultats très rapides. Moi, maintenant, c'est une idée contre laquelle je me bats, en disant chaque fois, effectivement, ça sera la génération après. Non, en faisant des choses, on sait, de manière scientifique, qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, on a des résultats. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut, par contre, c'est mettre tout ce système en branle. Pour mettre tout ce système en branle, il fallait les réunir, et c'est l'intérêt de cette coalition, des coalisés. On a mis en branle, on propose, effectivement, une politique systémique. Maintenant, effectivement, en tant que politique, à moi de la porter, effectivement, au niveau politique et au plus haut niveau, et c'est ce que je fais, effectivement, depuis quelques semaines. Et c'est ce qu'on fera dans les semaines qui arrivent. Béatrice, sur ce point-là, ma question est la suivante, c'est est-ce que ça peut fonctionner? Je m'explique. La mentalité française, voilà, on est clair là-dessus, la mentalité française, c'est quand même, c'est du haut vers le bas, surtout en santé. Jusqu'à présent, ce n'était que ça. Alors j'entends bien cette initiative de coaliser, mais permettez-moi de nouveau de faire l'avocat du diable. Est-ce que vraiment il n'y aura pas encore des chasses gardées, des chapelles, des clans, etc. Moi, c'est ça, c'est juste ça. Bravo sur le papier. Est-ce que ça marche? Alors, une chose est sûre, Thierry, c'est qu'on aurait pu capitaliser davantage en termes d'enseignement de santé publique de la crise sanitaire. Parce que véritablement... Ça s'est produit. Il y a eu des choses là, absolument exemplaires qui se sont produites. Ce député parlait notamment des coopérations vertueuses entre le public et le privé. Il y a eu, pas suffisamment d'ailleurs, une association sans doute insuffisante des acteurs de la démocratie sanitaire aussi. Oui. Ça, je veux bien mettre l'accent là-dessus, parce que finalement, les politiques de prévention ne se construisent plus pour les gens, ils se construisent pas et avec les gens. Et on a eu quand même pendant longtemps une approche, effectivement, comme vous le disiez très justement Thierry, très descendante, voire culpabilisante, infantilisante, etc., de tout ça. Pays jacobin, la donne est en train d'évoluer. Tous les éléments qui ont été cités, c'est-à-dire évidemment le financement, etc., tout ça, c'est fondamental. Et puis, en chapeau, je dirais, il y a quelque chose qui est fondamental pour les acteurs comme pour les institutions, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de ce qu'on fait et pourquoi on a intérêt à agir en tant qu'acteur, à agir en tant que patient. La mesure, l'évaluation, la mesure effective du service rendu, parce que sinon on ne mesure pas l'efficacité des chemins que l'on prend, et ça c'est très très important. Donc d'être d'abord dans la co-construction, d'être aussi dans des messages de prévention positifs qui montrent l'intérêt à agir, et puis sur l'évaluation du service rendu. Tout ce qu'on a exposé ce matin, effectivement, ce sont des initiatives qui sont évaluées, qui sont, où on a des données tangibles que ça marche, et que ça marche effectivement en n'étant pas dans des caps de 20 ans où on se dit... Non, c'est à l'horizon un an. Ça nous conduit un peu à avoir envie collectivement de baisser les bras si on part dans cette optique. Donc oui, il faut du temps long. Il faut de la pluriannualité, par exemple, pour bâtir des politiques, mais il faut faire effectivement la preuve de l'intérêt à agir et encore une fois de reconnaître tous ceux qui sont contributifs à cette dynamique. Je crois beaucoup à cette notion de reconnaissance. Vous venez de souligner
que pendant la crise de la Covid, effectivement, oui, il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé. Un dialogue, une reconnaissance, des contributions collectives qui n'avaient pas été aussi bien exploitées par le passé. Nous sommes d'accord là-dessus, ça oui. Et vous dites, puisque ce fut possible pendant ce temps de crise, ne peut-on pas en faire finalement une règle générale qui nous permettrait de bosser ensemble? C'est ça votre idée de la coalition, la coalition. Là, actuellement, on est dans le CNR, le Conseil national de refondation. Il faut refonder notre système. En 1945, nos prédécesseurs ont fait une promesse aux Français. La promesse était quoi? C'était de dire, le jour où vous serez malade, voilà, on prendra en charge vos soins. C'est ça. La nouvelle promesse qu'on doit faire aux Français, c'est de dire, on prendra bien évidemment vos soins lorsque vous êtes malade, mais en même temps, on va avec vous essayer d'améliorer vos comportements en santé. C'est pas évident, dans le sens où, entre guillemets, en 1945, on avait dit aux gens, vous faites ce que vous voulez, vous fumez, vous buvez, vous mangez ce que vous voulez, le jour où vous serez malade, on prendra en charge. Maintenant, effectivement, quelque part, c'est les accompagner. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Premièrement, moi, je crois beaucoup à l'éducation. Que ça soit, et c'est pour ça qu'il y a de nouveaux feuilles. Je pense qu'il y aura bien évidemment le rôle des professionnels de santé, des établissements de santé. Il y aura aussi, je pense qu'il faudra former aussi des nouveaux métiers pour aller vers les gens, dans le sens où ce qu'il faudra, c'est former, et puis en même temps, il faudra détecter des signes de fragilité. Et je pense que c'est dans ces deux axes, que ça soit au niveau des jeunes, à l'école, éduquer, voir les premiers signes de fragilité, on le voit bien par rapport au comportement, à la violence, harcèlement, le côté santé mentale, on n'en a pas suffisamment parlé. On en a parlé. La santé mentale, c'est un vrai sujet. Aussi. Donc c'est effectivement, c'est éduquer. 12 millions de Français concernés. Éduquer, voir les premiers signes de préfragilité, que ce soit chez les jeunes, que ce soit au travail, c'est la même chose. On voit bien effectivement actuellement le mal-être qu'il peut y avoir au travail, il faut absolument en prendre en compte. On a traversé l'épisode des retraites et on a bien vu que ce qui sous-tendait les problèmes des retraites, c'est ce mal-être au travail. Et puis après, il y a bien évidemment les préfragilités chez les personnes âgées, avant qu'elles tombent dans la dépendance, voir effectivement ce qu'on peut faire. Et pour ça, je crois, et je reviens là-dessus, je crois beaucoup aux données, au croisement de données, pour aller vers les gens. Et puis après, effectivement, aussi, des nouveaux métiers pour... c'est le principe des préventeurs, c'est le principe des gens qui vont détecter les personnes qui sont le plus loin de notre système de santé. Je vais vous donner un certain nombre d'arguments contre. Donnez-moi des raisons d'espérer. Quand je dis arguments contre, sur lesquels il va falloir travailler. D'abord, nous avons un système de financement de la sécurité sociale à la visibilité d'1 an. Si vous voulez faire de la prévention, ne faut-il pas aussi avoir une autre visibilité que la visibilité de 12 mois sur un financement tel que celui-là? C'est pas un obstacle, mais c'est une question. Autre chose, nous n'avons pas de référentiel bloc sur les formations en prévention. Question pour tous les deux, hein. Béatrice, je démarre avec vous. Est-ce que là-dessus, les réflexions sont déjà là? Est-ce qu'on a déjà aplani les sujets ou pas? Oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose que l'on porte, et je dirais que l'on porte en interfédération. Ce n'est pas que la FHP qui le dit, l'ensemble des fédérations hospitalières et même au-delà, effectivement, avec, je pense vraiment je dirais l'accord aussi de la représentation nationale là-dessus, déplore effectivement une vision aujourd'hui de la santé qui est trop à courte vue et qui est trop comptable. C'est le PFLSS. Et voilà, et qu'il faut effectivement réfléchir à des choses qui soient des approches beaucoup plus pluriannuelles, des lois de programmation en santé qui sont beaucoup plus finalement centrées non pas seulement effectivement sur des approches comptables, mais sur des véritables approches de santé publique, etc. Sur, par exemple, le sujet RH aussi, qui est très important. Vous savez bien que les établissements de santé aujourd'hui, là aussi de tout statut, pâtissent véritablement de pénurie de professionnels paramédicaux qui sont des hommes et des femmes absolument indispensables et qui doivent être valorisés pour ce qu'ils font. J'ai la conviction aussi, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours justement pour réenrichir les parcours, fluidifier
fluidifier les parcours, proposer des carrières plus attractives, de renforcer, au-delà des enjeux de rémunération, etc., de renforcer l'attractivité de ces métiers, des métiers d'aide-soignant, d'IDE. Enfin, à la FHP, on travaille beaucoup là-dessus, les pratiques avancées, etc. Moi, je suis convaincue, on a partagé cette idée récemment, grâce à une session extrêmement intéressante organisée à l'Assemblée nationale sur justement le sujet des métiers de la prévention de demain. Moi, je suis convaincue qu'au-delà des métiers qui vont pouvoir émerger, on doit aussi... cette notion de prévention et de santé publique est un formidable levier aussi de réenrichissement, évidemment, des métiers, et que dans la réingénierie des métiers, dans les réflexions en cours lancées par le ministre, notamment sur la réingénierie des métiers, évidemment, ces dimensions-là doivent être totalement prises et intégrées. Puis le dernier point, mais on l'a dit, c'est l'approche One Health, c'est qu'effectivement, alors le One Health, on a redécouvert, pardon pour l'anglicisme, mais le concept à la faveur de la crise, comme s'il venait sortir comme un diable de sa boîte. One Health, c'est un concept qui a, je ne vais pas dire de bêtises, qui a 20 ans, voire plus. En réalité, on n'a pas beaucoup progressé dans cette vision transversale de la santé, qui doit effectivement infuser l'ensemble des champs. Quand on s'occupe dans une collectivité territoriale, par exemple, de transport ou de logement, on s'occupe évidemment aussi de la santé. Donc ces approches beaucoup plus transversales et inclusives de la santé, elles sont également au cœur de la démarche initiée, et ça c'est très important. Formation, financement. Sur la vision, je reviens sur le document, la stratégie nationale de santé. C'est un document qui est fait pour 5 ans, oui. Maintenant qui va être porté à 10 ans. C'est vrai. Donc, c'est vrai, oui, vision, oui, exact. Et c'est un document qui n'est pas suffisamment consulté et qui n'est pas seulement discuté. Moi, j'aimerais qu'il soit discuté au Parlement. Ça, c'est la vision à 5-10 ans, et j'espère que ce sera une des propositions qu'on fait d'examiner, que ce document soit pris, soit un document démocratique et discuté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à la formation, moi, j'ai deux choses. Premièrement, je pense qu'il faut créer une filière de formation, et on a discuté de ça, qui aille du plus simple au plus compliqué. Je trouve qu'on peut prendre l'exemple sur l'environnement, sur l'écologie, qui a formidablement réussi dans la vie quotidienne pour transformer notre vie quotidienne. Au niveau de la prévention, on doit s'inspirer de ça. Et au niveau de la formation, je pense qu'on doit former du brevet le plus simple, je reviendrai sur le brevet, au diplôme d'excellence, et je pense que la prévention, la notion de santé publique devrait y avoir un module de formation dans toutes les grandes écoles. Des écoles d'administration, des écoles de management, comment effectivement manager une équipe, des salariés, sans avoir des notions de santé publique et de prévention. Donc je pense qu'il faut avoir une filière d'excellence de formation, du plus haut jusqu'au plus simple, et le plus simple, ça peut être un brevet de santé publique, de prévention, comme il existe des brevets de secouristes. Tout le monde, effectivement, c'est un brevet qui est assez répandu. Et bien, effectivement, et là, les établissements de santé pourraient organiser, c'est une idée que je lance. C'est actuellement le brevet de secouriste, c'est piloté par des associations qui le délivrent. Et bien, effectivement, parce que la prévention et la santé publique, c'est une science, c'est pas. C'est pas un mot. Même si tout le monde en fait comme M. Jourdain, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui. Ben, je pense effectivement qu'on peut avoir des modules de formation assez simples, vis-à-vis de nos concitoyens, pour leur dire écoutez, et avoir des spécialistes. La prévention, c'est quoi? C'est effectivement, ça commence effectivement par rapport à son corps, c'est le libre arbitre, par rapport à des tas de choses, par rapport aux influences auxquelles on est soumis. Et ben ce brevet pourrait être effectivement délivré par des professionnels de santé, des établissements, qu'ils soient publics ou privés, et je dis des formations de la plus grande excellence jusqu'au brevet le plus simple. Quelles sont vos prochaines échéances pour pousser ce projet, quand je dis ce projet, pousser cette initiative? Et bien avec les coalisés, les 300 coalisés, on va présenter ça, cette feuille de route, elle est finalisée, on va la présenter un peu à tout le monde, elle va être diffusée. Moi, je la présenterai effectivement, je ferai avec mon bâton de pèlerin, j'irai effectivement des plus hauts palais jusqu'au ministère, jusqu'à mes collègues pour expliquer tout ça. Et puis, je dis, je pense que le moment est magique, et comme je pense effectivement que de ce CNR Santé, il faut qu'il sorte quelque chose, je pense que la prévention, ça sera effectivement un des sujets forts. C'est comme ça que je pressens des mois qui arrivent.
Et vous-même, pour accélérer ce mouvement, la FHP est prête à quoi? Ou déjà, que faites-vous? Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le député sur le moment. Je pense qu'effectivement, en post-crise sanitaire, on a une prise de conscience et il y a vraiment, un moment extrêmement propice en réalité pour enclencher ces dynamiques, parce que dans la société aussi est irriguée par d'autres débats aujourd'hui, on le voit, la préoccupation écologique, et alors fumer, c'est 4 000 milliards de mégots, voilà, donc tout est corrélé. La préoccupation de sécurité aussi. On voit bien aussi que les choses très dommageables liées à l'alcool, etc. En fait, tout ça est lié. Donc, on est au carrefour aujourd'hui dans notre société de débats sociétaux et de santé qui sont tous liés et qui doivent nous conduire, au contraire, pas du tout à baisser les bras, mais se dire c'est bien. Il y a une conscience citoyenne, alors qui est peut-être plus développée effectivement aujourd'hui sur l'écologie, mais il ne tient qu'à nous collectivement de transposer effectivement, sans être encore une fois anxiogène, dans une approche positive et volontariste là-dessus. Et effectivement, quand on a vu ce matin tout ce que déploient les hôpitaux et cliniques privées à mission déjà, quand on entend Frédéric Martz qui parle aussi de la prévention des violences intrafamiliales, de l'impact absolument terrible évidemment sur la société, sur la santé mentale, etc., des violences faites aux femmes et aux enfants, quand on voit ce qui se passe dans les maternités sur la prévention précoce. Vous savez, c'est l'investissement précoce, c'est la courbe de Ekman. Plus on intervient tôt, et plus on a des effets vertueux. Donc sur la prévention précoce, par exemple, de la fragilisation du lien entre les parents et les enfants en maternité, quand on a vu ce que faisait le SMR, notamment sur la prévention des fragilités et l'arrivée en âge, je dirais, de manière sereine. Idem, évidemment, pour les jeunes. On a beaucoup parlé pendant la crise du coût en santé mentale pour la jeunesse. On voit bien qu'il y a des choses formidables qui se passent. Donc, il y a des raisons, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cyril Exact-Sibylle, d'être vraiment optimiste, mais il faut véritablement enclencher cette dynamique, ce volontarisme autour, encore une fois, d'objectifs extrêmement, extrêmement bien précis, qui embarquent toute la société en réalité. Et je pense qu'il y a vraiment des raisons d'être optimiste là-dessus. Vous avez le mot de la fin. Récemment, j'ai lu un article, suite au Covid, les Anglais changent leur système de santé et de prévention. Oui, c'est exact. Action-réaction. Il y a un problème de santé publique, ils réagissent. Nous, en France, il ne faut pas qu'on laisse tomber le soufflet. Il y a un moment qui est privilégié, on sait qu'on a des problématiques devant nous, et je vous dis, les problématiques, parce que souvent, à l'Assemblée, en général, on parle souvent de l'offre de soins. Mais pour moi, l'offre de soins est la conséquence du manque de prévention. Et donc, par rapport à la crise de santé publique, pour répondre, la plus belle réponse qu'on peut faire par rapport au problème de l'offre de soins, par rapport aux urgences, par rapport aux pathologies chroniques, c'est la prévention. Donc c'est pour ça que ensemble, et je pense que c'est pour ça que je suis assez content dans le sens où c'est une démarche qui est collective, et je crois que c'est ces coalisés, ces 300 coalisés, comme on se nomme, qui porteront le sujet à ce moment très précis. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. Que retenir de cette matinée? Exactement ce qui vient d'être dit. Considérez bien que la prévention se trouve à un moment, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient le kéros, c'est-à-dire c'est l'opportunité, c'est maintenant que ça se joue. Pour la raison suivante, sur le passé, nous venons de 3 années où, après la Covid, on sait que nous avons pu collaborer ensemble et on sait que nous avons pu jeter des passerelles et des ponts qui n'étaient pas si évidentes, je dirais, dans les temps qui ont précédé. Et pour le futur, nous savons très bien, et toutes les équations le montrent, mais la réalité aussi, que les maladies chroniques seront de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses, si nous ne changeons pas
aujourd'hui. Voilà pourquoi le moment est important. Le moment est important aussi parce que sur le terrain, et la FHP vous l'a montré, beaucoup d'opérations de prévention sont en cours. On n'a pas attendu, ils n'ont pas attendu, ils sont partout. Eux, mais également beaucoup d'autres. Bien sûr, les départements sont concernés, les municipalités sont concernées. Donc, tout le monde s'y met, les mains sont tendues, les compétences sont là. Que manque-t-il encore ? Eh bien, ce qu'il va manquer encore, c'est précisément l'organisation pour mettre tout cela en place. Et cette organisation ici risque en plus de changer dans son acception. Ce ne serait plus une organisation jacobine, un plan général et voici comment nous allons agir, mais partons tous ensemble et organisons-nous. Vous avez dit, monsieur le député, coordonnons-nous. Et ce sera la meilleure opération et la meilleure réponse que nous allons pouvoir apporter sur un système de soins beaucoup plus complet, pouvoir avoir deux jambes, celle du curatif avec de l'excellence et celle également de la prévention, avec là où, pour l'instant, on a des progrès à faire. Dernier point, à celles et ceux qui en douteraient encore de cette opportunité, de ce moment-là, au minimum, ne dérangeons pas ceux qui vont essayer. Merci beaucoup. Merci à vous.